Si le téléphone sonne, dites que vous êtes en rendez-vous. Bonsoir. Un chiffre révélateur de la révolution de nos modes de vie et de travail. Pour la première fois en France, les ventes de micro-ordinateurs ont dépassé l'an dernier celles de téléviseurs. Il est vrai que les frontières entre les uns et les autres s'estompent, la révolution du multimédia se précise, bientôt les téléviseurs seront dotés d'un clavier et à l'inverse, les micros qui déjà s'équipent de lecteurs de CD-ROM et de haut-parleurs offriront les avantages de la télévision. Avec en plus l'accès à Internet, au catalogue de vente, à des projections de films choisis à la carte et j'en passe. En ce début d'année, les principaux constructeurs informatiques mondiaux pavoisent, à l'exception notable d'Apple et de ses Macintosh. Le français Bull s'apprête à annoncer pour 1995 ses premiers résultats positifs depuis 7 ans et surtout le numéro 1 mondial, IBM, confirme son redressement avec des bénéfices doublés en un an. Notre invité, Bernard Dufault, 54 ans, Supélec, il entre chez IBM France en 66 avant de rejoindre le siège américain de la compagnie en 81. Retour en France en 83, il devient directeur des ventes en 89 et c'est il y a un an tout juste qu'il est nommé président du directoire d'IBM France. Bonsoir Bernard Dufault. Bonsoir. Tout d'abord, l'actualité heureuse. Il y a peu de temps, vous avez annoncé 5 milliards d'investissements à Corbeil-Essonnes pour l'extension de votre usine qui va produire les puces de demain pour le multimédia hyper puissant qui sera nécessaire aux alentours des années 2000. Oui, tout à fait. Oui. Ce sont les mémoires qui seront utilisées non seulement au niveau informatique, mais au niveau télécommunications, au niveau de l'industrie automobile, au niveau de tout le multimédia. Et cet investissement a pu être obtenu de la part de notre maison mère grâce essentiellement, je dirais, à notre savoir-faire, à notre compétence locale au niveau de Corbeil-Essonnes. Nous avons une qualité d'ingénieur qui est très bonne. Mais la compétitivité aussi. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, y compris des réductions d'effectifs, malheureusement. 1800 emplois encore en moins l'an dernier. C'est vrai que pour gagner des nouvelles missions, il faut être compétitif, puisque notre marché est mondial et la concurrence, elle n'est pas forcément à côté dans le pays européen, mais elle est au niveau coréen, au niveau asiatique. Donc il faut avoir cette compétitivité. Vous l'avez, puisque les Américains... Toutes les mesures qui ont été prises, justement, et que nous avons menées pendant ces 3 dernières années, contribuent à cette compétitivité. Et aussi, il faut mettre en valeur ce que j'appelle le savoir-faire, la compétence des ingénieurs, de ce que nous faisons en France. Je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Quand je parle avec mon actionnaire américain, il reconnaît que nous sommes capables d'avoir des rendements au niveau de haute technologie qui sont presque sans égal au niveau mondial. Et c'est grâce à cela aussi que nous avons tenu cette mission. Et c'est grâce aux méthodes que vous avez mises en place et aussi aux nouvelles formules de travail, la flexibilité du temps de travail dont on parle tant actuellement. Vous l'appliquez depuis quelque temps. Oui, mon obsession, si vous voulez, au niveau du travail, c'est d'assurer le maximum de souplesse et le maximum de flexibilité pour pouvoir à la fois amortir les situations difficiles, mais surtout pouvoir réagir très vite sur le marché quand il y a des nouvelles possibilités, comme aujourd'hui, en termes de mission. Alors on le fait grâce à une flexibilité en ce qui concerne le temps de travail. On utilise du temps partiel, on utilise toutes les techniques de temps de travail annualisé. Sur la base volontaire, sur la base volontaire. On le fait aussi en utilisant des techniques d'espace en termes de flexibilité. On a mis en place par exemple des modèles pour travailler à domicile, pour travailler en télétravail, pour utiliser toutes ces techniques qui fait qu'on n'a pas obligé de se déplacer pour faire des longs transferts ou de longs échanges et perdre son temps. On peut travailler de cette façon-là et être aujourd'hui beaucoup plus compétitif in fine. Bon, entre le siège qui nécessite des heures de déplacement et le domicile, vous avez aussi installé des bureaux. Oui, on a installé des bureaux qui sont des bureaux disponibles au lieu IBM qui est le plus près du domicile de l'ingénieur ou du technicien. Et ces bureaux sont transparents pour la personne, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés par n'importe qui, ils peuvent se connecter sur leur système, avoir accès à toutes les données de l'entreprise, échanger au téléphone, par fax, et donc travailler comme s'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, investir aujourd'hui pour mieux vivre demain, c'est égal. Je voudrais vous faire écouter ce que nous disait Kléber Beauvillain il y a peu de temps. On n'est pas en régression, on est en progression, mais beaucoup moins forte que dans les autres pays européens. Et il ne faut pas aller chercher dans les petits pays comme les pays de l'Est qui sont
sont en pleine explosion économique, mais par exemple en Allemagne, on a de bien meilleurs résultats de croissance qu'en France. Alors, ce qui est vrai pour Hewlett-Packard est vrai aussi pour IBM? Oui, c'est vrai pour IBM. Nous avons en France un marché qui est mou et dont la croissance est inférieure de 4 à 5 points à la croissance européenne en moyenne. Et l'Europe est aussi un peu à la traîne par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Asie. Mauvais pour notre avenir. C'est mauvais pour notre avenir si on ne réagit pas. Parce qu'effectivement, moi, je considère que faire de l'informatique, c'est investir dans la compétitivité. Et dans la mesure où cet investissement est inférieur, je pense que ça joue à moyen terme sur l'efficacité de notre pays. Donc il faut réagir. Il faut réagir au niveau des grandes entreprises en investissant plus en termes de stratégie autour des systèmes informatiques. Il faut réagir également au niveau du consommateur et du marché public en ayant dans ce domaine-là des taux de croissance comparables à ce qui existe ailleurs, y compris en Europe. Merci. Je vous propose maintenant de voir l'actualité de la semaine que nous commentons bien sûr après avec Nicolas Bétou. Les ministres des Finances des 7 grandes puissances industrielles affichent leur optimisme. Le retour de la croissance est pour cette année. Elle sera rendue possible par la baisse des taux et la remontée du dollar nécessaire pour doper les exportations franco-allemandes. La politique de réduction des déficits publics doit donc être poursuivie. Elle n'est pas contradictoire avec la reprise, affirment nos grands argentiers. En sens contraire, le président de la Société Générale, Marc Piennaut, monte au créneau pour que l'on retarde les échéances de Maastricht. Jeudi déjà, Jean-Claude Trichet affichait sa confiance en commentant la baisse d'1/4 de point des taux directeurs de la Banque de France. Une condition nécessaire, c'est vrai, de la reprise, mais pas suffisante. Même si les éléments techniques sont réunis, il manque encore les motivations psychologiques pour que entreprises et particuliers se remettent à investir en puisant dans leur épargne. À noter, alors que de nouvelles mesures sont en préparation, celles annoncées en décembre ne sont pas encore appliquées. Une loi est nécessaire, elle sera rétroactive. En attendant, le déficit public se creuse avec la réduction de l'activité qui freine les rentrées de TVA et plus encore celle de l'impôt sur les sociétés. Selon le rapporteur du budget à l'Assemblée, la baisse des rentrées fiscales va conduire le gouvernement à réduire d'une vingtaine de milliards les dépenses des ministères. L'État consommateur obligé de rogner sur ses dépenses, cela non plus n'a rien de bon pour l'activité économique. Juppé dévoile à Marseille son pacte de relance pour la ville. 15 milliards de francs sur 3 ans et 70 mesures pour les quartiers difficiles, avec la création d'une vingtaine de zones franches pour faire venir les entreprises, ainsi que de 100 000 emplois en 4 ans, réservés aux moins de 25 ans. Ce plan est-il à la mesure des problèmes? Le plan Marshall pour les banlieues a pâti, lui aussi, de la grande misère des finances publiques. Nicolas, il faut parler aussi du débat sur le report de certains impôts demandés par les baladuriens. Oui, c'est un débat largement politique, je veux dire largement utilisé à des fins politiques par ceux qui en sont les promoteurs, parce que sur le plan économique, l'idée n'est pas si intéressante que ça. Car s'il est vrai que les Français consommeraient davantage s'ils payaient moins d'impôts, il n'en est pas moins vrai que la France doit rembourser ses 3 500 milliards de francs de dette. Et tant que cette dette n'aura pas été remboursée ou largement réduite, il faudra lever des impôts pour y faire face. Alors évidemment, tout cela signifie que si l'on baissait les impôts dès aujourd'hui, il faudrait inévitablement les augmenter demain. Mieux vaut faire l'inverse, mettre un peu d'ordre dans les comptes de la Maison France aujourd'hui et s'engager ensuite dans une politique progressive mais constante de baisse des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des charges et des impôts. Il y a une bonne quinzaine d'années, le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, expliquait que si le taux de prélèvement obligatoire dépassait 40%, cela signifierait que l'économie française deviendrait une économie de type socialiste, c'est-à-dire une économie vouée à l'échec, dans laquelle la redistribution des richesses prend le pas sur la création de richesses. Il y a pas mal de temps qu'on a dépassé ce stade. Merci. Alors, Bernard Dufault, il faut dire que hier, vous avez créé la surprise à Matignon. Vous étiez reçu avec d'autres chefs d'entreprise de multinationales et étrangères toutes. Et vous avez insisté sur le poids de la taxe professionnelle. Ça a surpris le Premier ministre, il l'a dit après. Oui, effectivement, ça a surpris le Premier ministre, qui l'a évoqué par la suite. En fait, ce que je voulais indiquer, c'était le poids des prélèvements obligatoires. C'est exactement ce que vous venez d'indiquer, qui est beaucoup trop fort, à mon avis, aujourd'hui en France, et qui nous constitue finalement une non-compétitivité en termes d'emploi quand on veut créer des emplois dans ce pays. Attendez, et une des composantes, c'est la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a un poids trop fort. Justement, on a parlé tout à l'heure de cette nouvelle usine, enfin l'extension de votre usine de Corbeil. Les Américains n'ont pas dit, tiens, votre argument, le poids des charges est trop élevé, faisons ça ailleurs?
Certainement, il a fallu donc contrebalancer cet argument par d'autres arguments, celui que j'essayais de faire et que j'ai fait. Mais revenons par exemple à l'exemple d'Essonne. Il faut savoir que nous avons des salaires moyens à Essonne, des salaires d'ingénieurs et de cadres supérieurs et de cadres techniciens de l'ordre de 18 à 20 000 francs. Et nous payons par an 75 000 francs de taxes professionnelles par individu. 75 000 francs. Vous voyez ce que ça représente ? Donc je crois qu'il faut regarder ce problème-là. Et si on veut créer les conditions de l'emploi en France, il faut s'attaquer à ce problème des prélèvements obligatoires au sens large du terme. Je crois que le gouvernement a l'intention de le faire, sinon demain, du moins après-demain, lorsque la situation économique le permettra. Voilà. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de dialoguer avec Nicolas Bétou. Alors Bernard Dufaux, dans l'actualité de la semaine, il y a évidemment encore les suites du décès de François Mitterrand et la polémique autour du livre du docteur Gubler. Je ne vous demande pas votre avis sur cette interdiction ou sur cette polémique, mais simplement, vous qui avez vécu aux États-Unis, comment est-ce qu'à votre avis les Américains ont vécu cette polémique et comment est-ce qu'ils auraient fait avec ce livre? Est-ce qu'ils l'auraient interdit eux aussi? Je crois que d'une façon générale, les Américains sont plus transparents en termes d'approche. Ceci étant, cette polémique a eu lieu au décès de François Mitterrand, qui s'est produit 6 mois, 8 mois après la fin de ses activités. Et donc, si vous voulez, l'importance du sujet aux États-Unis est apparue moins grande peut-être qu'en France. Si ça avait été le cas pendant son septennat, ça aurait été beaucoup plus largement commenté. On aurait largement commenté et je pense qu'on aurait parlé de transparence plus importante nécessaire à ce niveau-là, tout en gardant le secret médical. Donc, ce n'est pas une question facile. On parle un petit peu de l'emploi. L'emploi, on sait que c'est un des grands échecs des 2 septennats de François Mitterrand. On sait que l'emploi va mal encore aujourd'hui. On sait que le gouvernement d'Alain Juppé essaye de s'occuper de l'emploi des jeunes. Et de l'autre côté de la pyramide des âges, vous, à IBM, vous proposez à certains salariés de partir à partir de 51 ans en retraite. Il y a beaucoup de groupes qui font ça. Est-ce qu'on ne va pas courir le risque petit à petit de se séparer des plus anciens et d'embaucher des jeunes moins bien payés, moins qualifiés et surtout qui n'ont pas la mémoire de l'entreprise ? Oui, justement, on essaie de trouver des solutions à l'heure actuelle pour que les personnes à qui nous proposons ce programme puissent, dans un premier temps, rester au moins à 50% dans l'entreprise, de façon à pouvoir transmettre le savoir-faire aux jeunes que nous allons embaucher. Et c'est-à-dire, en 1995, par exemple, nous avons embauché 800 personnes dans le groupe IBM en France, en contrat à durée indéterminée. À cela, il faut rajouter à peu près 1000 personnes en CDD, plus stagiaires, plus apprentis. Et nous allons demander de plus en plus à ce que cette transition se fasse de façon souple, en utilisant le savoir-faire de ces gens pendant une période de mi-temps avant qu'ensuite elles quittent l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de voir qu'en France on essaye par tous les moyens d'allonger l'âge de la retraite et que certaines entreprises, des grands groupes, pour des raisons qui leur sont propres et qui sont souvent défendables sur le plan économique, proposent de partir de plus en plus jeunes à la retraite? Moi, je pense que c'est pas parce qu'on propose à la limite aux gens de franchir une nouvelle étape. Et beaucoup d'entre eux, il faut savoir, trouvent des activités indépendantes. Et vous savez, la majorité d'entre eux ne restent pas sans rien faire. Par contre, elles ne vont pas à la NPE. Elles ont encore un contrat de travail, donc elles sont assurées d'un certain montant en termes de salaire, de rémunération. Par contre, beaucoup font effectivement une nouvelle activité. Et je crois qu'on va dans un modèle où il faudra, en fonction de l'évolution des âges, percevoir la nécessité d'avoir une carrière qui permet ce genre d'échange et ce genre de... C'est-à-dire passer par des phases de non-travail qui ne sont ni du chômage ni de la retraite. Oui, je pense. Alors dans l'actualité, il y a eu aussi une réunion importante des 7 pays les plus industriels au monde ce week-end à Paris. Ils ont essayé de promouvoir l'idée que le dollar devait remonter. Et ils se sont montrés satisfaits du fait qu'effectivement, depuis quelques mois, le dollar a plutôt tendance à redresser un peu la tête. Est-ce que vous, encore une fois, je fais appel aux connaisseurs des Américains, est-ce que vous avez le sentiment que les Américains sont prêts à laisser le dollar remonter, sachant qu'ils l'utilisent tout de même comme une arme commerciale très efficace? Je n'ai pas l'impression que le dollar va remonter vite et fort. Et donc, il y a des critères objectifs qui aujourd'hui justifient cette remontée. Je pense que ces critères vont continuer, donc je m'attends à ce que le dollar remonte un peu encore. Mais un changement important dans ce domaine-là, je ne le vois pas en 1996. Il y a dans l'actualité aussi beaucoup d'entreprises assez renommées qui sont en train de se préparer à afficher des pertes ou à connaître des difficultés très importantes. Daimler-Benz, le géant allemand, va probablement déclarer plus de 20 milliards de francs de pertes. Apple, votre concurrent, est en pleine déroute. Est-ce que le fait que des entreprises qui ont une très grande notoriété, comme vous l'avez, et qui connaissent parfois des passages à vide très importants, vous avez été en perte pendant plusieurs années, est-ce que la brutalité de ces retournements de cycle n'est pas quelque chose de très nouveau dans le monde technologique? Oui, je crois que c'est assez révélateur d'ailleurs de ce qui peut se passer dans des industries où la technologie joue un rôle assez important.
Et on peut être vainqueur pendant une certaine période, si vous voulez, face au marché, et ensuite perdre l'évolution future et se retrouver donc en surcapacité avec nécessité de restructuration pendant une période de temps. Ça veut dire qu'on n'est jamais sûr d'avoir fini le travail de nettoyage d'une entreprise. Oui, on n'est jamais. Il faut être vigilant, il faut être souple pour pouvoir, à la limite, aborder ces périodes difficiles plus aisément, mais aussi être réactif. Donc la souplesse, c'est pour la réactivité si le marché aussi se développe. Et c'est ça qu'il faut tenir comme leçon de ce qui s'est passé. Donc je crois que tous les groupes, y compris les grands, doivent être très vigilants dans ce domaine-là. Il n'y a pas de situation acquise sur le long terme, surtout dans une industrie qui dépend de la technologie. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de voir ce qui s'est passé à la Bourse de Paris. Une Bourse de Paris qui est partagée avec, d'une part, la bonne nouvelle de la baisse des taux, mais d'autre part, l'annonce de mauvais résultats des entreprises qui chargent la barque compte tenu des provisions qu'il faut accumuler. À 516 francs, IBM, qui a eu le nez creux en rachetant le fabricant de logiciels Lotus, le concurrent de Microsoft, et dont le chiffre d'affaires annuel a progressé de plus de 10%, gagne 30% sur le début de 95 à l'image du Dow Jones. Dans le même temps, le CAC 40 progressait de 5%. Au cours de la dernière semaine, notre indice vedette à 1934 points perd 1%. L'impact positif de la baisse des taux n'a pas compensé les mauvais résultats des sociétés. Jour après jour, les nouvelles des entreprises. Mercredi, tandis que la BNP s'organise pour occuper une place prépondérante sur le marché européen des capitaux dans la perspective de la monnaie unique, le titre souffre du recul de son chiffre d'affaires au premier semestre 95, moins 2,5% en une semaine à 197. Jeudi, facture immobilière et mauvais résultats du BTP, les pertes de la Générale des Eaux s'alourdissent et dépasseront les 3 milliards en 95, moins 3,5% à 522. À noter que le groupe rachète à LVMH le promoteur immobilier Georges V. Vendredi, bonne orientation des valeurs de la distribution dans la perspective des nouvelles mesures destinées à soutenir la consommation. Pinot Printemps gagne 7% à 1133 et BHV 10,5% à 392. Lundi, Serge Kampf, qui a perdu le contrôle de la société qu'il a fondée, annonce que Capgemini Sogeti sera opéable à moyen terme, plus 2,2% à 142. Ce mardi enfin, L'Oréal est en passe de remporter pour 3,750 milliards de francs son OPA sur Maybelline, la porte ouverte au marché des cosmétiques grand public aux États-Unis, plus 5,5% à 1418 pour L'Oréal. On ne va pas encore commenter les excellents résultats d'IBM. Revenons plutôt sur ce que je disais au début, la révolution du multimédia. Qu'est-ce qui nous attend demain ? Mais il nous attend effectivement un changement important dans la façon d'utiliser l'informatique au sens large du terme. Nous allons aller vers une utilisation beaucoup plus démocratique, avec un utilisateur qui aura un poste de travail où il va avoir vidéo, images, données, et une simplicité d'utilisation qu'il n'a pas aujourd'hui. Et puis derrière, un accès à travers une prise à un réseau, comme un réseau électrique aujourd'hui, mais un réseau d'information où on trouvera toutes les données qui intéressent l'individu. On trouvera aussi les programmes, les applications. Et ce sera dans le réseau que se trouvera le système nerveux de l'information, si vous voulez. Ce qui veut dire concrètement qu'avec mon micro chez moi aujourd'hui, je suis obligé d'acheter des tas de logiciels. Demain, je les louerai. C'est cela, c'est-à-dire les logiciels seront dans le réseau, vous vous occuperez finalement de votre relation comme avec votre télévision pour avoir sur votre écran à la fois l'image, à la fois le son, à la fois l'information, mais derrière tous vos logiciels que vous utilisez sur votre micro seront quelque part dans un réseau et vous le prendrez uniquement et vous paierez uniquement qu'à l'utilisation. C'est donc un système nouveau qui se prépare, c'est une rupture technologique très forte. Il y aura là aussi des gagnants et des perdants. Et je pense qu'IBM est assez bien placé. Et d'ailleurs, le fait que nous ayons d'excellents résultats nous permettra d'investir beaucoup dans ce domaine-là. Merci Bernard Dufault. Je vous conseille 2 livres pour les étudiants et les professionnels. Cette introduction aux multimédia de Claudine Schmuck aux éditions AFNOR, où vous trouverez tout sur les nouvelles technologies d'Internet au CD-ROM. Et puis cette réflexion sur nos futurs rythmes de travail et les nouvelles formes qu'il revêtira, les habits neufs de l'emploi de Bernard Brune, qui fut notamment le conseiller de Mauroy à Matignon. C'est publié chez Nil Éditions. Pensez à nos rediffusions demain sur BFM et dans la nuit de samedi sur TF1. Notre prochain invité sera Jean-Pierre Aubert, le président du groupe CIC, qui devrait prochainement être vendu, au moins partiellement, par le GAN. Nous parlerons des difficultés que connaît la profession bancaire qui cherche par tous les moyens de nouvelles sources de recettes. À mardi et bonne fin de soirée.